Donc, bonjour à tous, merci d'être ici présent pour 10 questions à mon praticien Ayurveda. Et aujourd'hui, c'est Rita que j'ai le plaisir de recevoir d'Ayur Nature. Bonjour à toi, Rita. Bonjour à toi, Willy. Merci pour ton invitation. Merci à toi d'être présente et merci à tous ceux qui sont présents et qui regarderont la vidéo. Est-ce que déjà tu peux te présenter brièvement? Oui, moi je suis Rita. J'ai un parcours plutôt, j'ai commencé par les soins infirmiers, donc l'allopathie. J'ai travaillé aux urgences et au bloc à la base. Et puis en fait, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu un besoin d'une recherche personnelle en fait. Donc j'ai un peu tout quitté. Je suis partie avec un billet simple d'aller en Inde. Et c'est là où j'ai commencé. Donc, j'allais un peu pour une recherche personnelle. Je ne savais pas trop à quoi m'y attendre. Et donc, ça a été un voyage assez initiatique avec beaucoup de méditation, du yoga et de l'Ayurveda. Donc, c'est là, je connaissais déjà l'Ayurveda, mais c'est là que j'ai commencé à étudier un peu plus sérieusement. Et j'ai jamais quitté. Je continue aujourd'hui à étudier. J'ai ouvert une école de formation aujourd'hui, parce qu'en fait, à la fin de mon voyage initiatique, c'était assez évident que voilà, je ne retournais pas à l'hôpital, donc j'ai créé mon cabinet. Ça s'est développé. J'ai continué à étudier, puis j'ai pris une branche assez spécifique en Ayurveda, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis enseignante. Et voilà. Et sinon, je suis portugaise aux origines indiennes. C'est pour ça aussi que ça me parle beaucoup. Et j'ai un enfant de 3 ans et demi. Je suis enceinte d'une petite là. Je ne sais pas si on le voit. Super. La première question, comment? Et là, tu nous l'as un petit peu dit. Et quand es-tu arrivée à l'Ayurveda? Alors, ce voyage, il date, je crois que 2014 ou 2015, par là. Il a duré 6 mois. J'avais déjà des connaissances à titre personnel. J'avais déjà beaucoup lu en Ayurveda. Donc, peut-être que le trajet, il a commencé avant. Mais mes premières formations, elles datent de ce voyage. Donc, la première clinique où j'ai fait mes études, c'était au final une clinique à touristes, comme je dis aujourd'hui. Mais en fait, c'était quelque chose qui m'a ouvert à un nouveau monde. Et donc, c'était pour mes connaissances à la base, c'était assez profond, même si au final, avec ce que j'ai fait après, c'était assez superficiel. Après, j'ai continué à étudier, j'ai fait une école en Suisse, j'ai fait une école aux États-Unis à distance et après, j'ai rencontré Mathieu Macedo qui a une lignée particulière en Ayurveda qui est la lecture et interprétation des textes. C'est un peu ce qu'ils font dans l'université en Inde. Et donc, depuis, je suis avec lui, donc je le suis déjà depuis plusieurs années, 5 ou 6 ans. Et je fais la traduction de ces formations des Samhitas du portugais vers le français. C'est tout gratuit sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez aller voir. Et voilà quoi. Et là, j'ai ouvert ma propre école et voilà, pour continuer cette voie de la transmission. J'ai commencé la lecture des vidéos au milieu de mes cours du Hridaya Mashami. Très intéressant. Alors, là, j'ai fait une pause, mais je vais reprendre dès que possible les traductions. Oui, bon. Moi, personnellement, tu as le temps de faire une pause parce que j'en suis qu'au début. Alors, d'ici que j'ai fait le tour des premières vidéos, il y a de la marge. De toute façon, il y a déjà 3 ans. Il y a déjà 3 ans qui sont enregistrés. Une 3 ans de formation à suivre. C'est déjà pas mal. Alors, la deuxième question, toi, est-ce que tu es plutôt direct, donc présentiel et ou visio? Et si tu es présentiel, quelle est ta ville et ton département? Alors, du coup, moi, avant, je faisais que du présentiel sur Marseille, dans le 8e. Après, c'était avec le Covid, j'ai commencé à faire de la visio. Et aujourd'hui, la plupart de mes consultations, c'est en visio. En sachant que maintenant, j'ai fait une petite pause parce que la formation, elle me prend énormément de temps. Et j'ai la grossesse aussi, donc je vais être en congé maternité bientôt. Donc, j'ai décidé de faire une pause pour les nouveaux clients. Donc, je continue mes suivis, mais pour l'instant, je fais une petite pause. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais réouvrir. Probablement après mon congé maternité.
Mais sinon, c'est D'accord. en visio ou sur Marseille. Ok. Troisième question, as-tu une spécialité ou un domaine de prédilection dans l'Ayurveda? Alors, je ne sais pas si je peux dire un domaine, mais j'ai une façon d'exercer. Déjà, j'ai cette lignée, j'ai choisi cette lignée, donc j'ai eu contact avec différentes. La plupart des cours, des formations qui existent en France, ça vient un peu de la lignée de Vasantad, qui est assez particulière. Et donc là, je suis dans une autre lignée qui est différente, qui est assez particulière, qui c'est celle des textes. Donc ça déjà, c'est assez marqué dans mon enseignement et forcément dans mes consultations. Et puis, j'ai une approche qui est une approche de l'écoute du corps. Donc, il y a des personnes qui vont être peut-être plus dans le conseil de Dravyaguna, par exemple, dans les plantes, etc. Voilà, il y a des personnes qui sont plus thérapeutes corporels, qui sont plus dans les massages. Moi, j'ai cette chose de me pencher sur la personne et d'observer les piliers de sa santé, en fait, et d'apprendre à la personne, à enseigner à la personne à être plus dans cette écoute. Donc, je suis plus dans une hygiène de vie. C'est un travail qui est sur le long terme, en fait, plus. Parce que c'est réapprendre, par exemple, au lieu de donner une plante pour dormir, la personne qui a un problème de sommeil, je vais l'aider à comprendre pourquoi elle ne dort pas bien. Et de l'aider à comprendre qu'il n'y a aucune plante, il n'y a rien qui va remplacer un sommeil qui est déficient, par exemple. Pareil avec l'alimentation. Si on a des carences, bien sûr que je vais aller piocher. En plus, j'ai le côté naturopathe aussi. Avant l'Ayurveda, j'ai fait la naturopathie. Donc, je travaille aussi avec la micronutrition, avec la phytothérapie, tout ça. Mais c'est des choses en plus, on va dire. Mon approche, c'est plus vraiment cette approche de voir la personne et voir quels sont les piliers de la santé qui ont besoin d'être soignés. Super, merci. La quatrième question, est-ce que tu es plutôt remède ou plante épice européenne ou indienne dans tes rendez-vous? Local. Alors, Local. j'utilise aussi des choses indiennes, forcément, parce qu'il y a des plantes qu'on ne va pas retrouver d'équivalent chez nous. Mais voilà, j'ai ce côté, les phytothérapies, j'ai étudié aussi beaucoup la phytothérapie occidentale. Donc, quand je peux, je privilégie toujours ce qu'on a ici chez nous. Des fois, il se peut que pour une personne, j'ai un élan plus de conseiller une plante. Il y a des plantes que j'aime particulièrement dans le Dravyaguna, dans la phytothérapie ayurvédique, on va dire comme ça. Et puis dans les épices, en fait, la plupart des épices qui vont être intéressantes d'un point de vue thérapeutique, c'est-à-dire le cumin, le cardamome, les choses comme ça, quelque part, elles font déjà un peu partie de notre culture depuis un certain temps. Le cumin, en tout cas, on l'utilise, Hildegard de Bingen, elle en parlait déjà, par exemple, la cardamome, du cumin et tout ça. Donc, certes, ça ne vient pas de chez nous à la base, mais qu'est-ce qui vient de chez nous, quoi? La pâte pomme de terre, elle ne vient pas de chez nous, la tomate, elle ne vient pas de chez nous. Voilà, donc, les épices, je peux avoir une tendance à conseiller plus. Après, je ne vais pas conseiller des plats indiens. Ça, ce n'est pas du tout mon truc. D'accord. Toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu as le plus gagné avant et après la mise en place de l'Ayurveda dans ta vie? Alors, beaucoup de choses. Ma recherche à la base, c'était une recherche un peu de qui je suis. En fait, c'était une recherche un peu plus spirituelle. Donc, ça m'a beaucoup apporté déjà à titre personnel là-dessus. Mais en fait, c'est tout va ensemble. En fait, en Ayurveda, on étudie les Trayopastamba, donc le Ahara, Nidra et Brahmacharya. Ahara, c'est l'alimentation, Nidra, le sommeil, Brahmacharya, qui est cette façon de vivre en accord avec la nature. On va apprendre la gestion du mental, ce qu'on fait tous les jours et toutes ces choses-là. Donc, en fait, c'est un ensemble que l'Ayurveda m'a appris déjà à titre personnel qui m'a beaucoup apporté. Et puis, en fait, ça m'a donné cette notion, quelque chose qui m'a touché profondément dans l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est aussi la notion des 4 purusharthas, les 4 buts
de la vie, en fait, de la vie des êtres humains. Dharma, Artha, Kama et Moksha. Donc, Artha et Kama, donc Kama, c'est les plaisirs, Artha, c'est les biens matériaux, donc quelque part, c'est des choses qu'on est déjà habitués dans notre société. Mais la notion de Dharma et Moksha, j'avais déjà aussi entendu parler, donc cette libération, mais ça ne me parlait pas trop, la libération. Mais la notion de Dharma, quand j'ai commencé en Ayurveda, ça m'a donné beaucoup de sens. Donc, cette chose d'avoir un but dans la vie, une mission de vie quelque part, ça m'a transformée quelque part dans ce premier voyage que j'avais fait. Et je suis toujours, donc j'essaie toujours d'être en accord avec mon Dharma. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'école et que je fais beaucoup de choses. Donc, je pense que les deux choses que l'Ayurveda m'a apporté le plus, c'est ce contact avec qui je suis, donc être à l'écoute de moi, ce caractère de présence. Quand est-ce que j'ai faim? Quand est-ce que j'ai besoin d'aller dormir? De quoi est-ce que j'ai besoin maintenant, quoi, pour être en bonne santé? Et la deuxième chose, c'est avoir un but, avoir un... Ça m'a beaucoup parlé parce que je m'éparpillais beaucoup. J'aimais beaucoup de choses. Et d'avoir cette notion de réunir toutes ces choses-là que j'avais envie et de les mettre concrètement dans un objectif de vie, ça m'a donné beaucoup de sens et ça donne encore. C'est déjà beaucoup. La 6e question, quel est ton rituel favori si tu en as un? Parmi tout ce qu'on peut piocher dans l'Ayurveda. Alors, le rituel, en fait, je fonctionne pas trop comme ça parce qu'encore une fois, donc je suis toujours dans cette écoute. Dans les rituels, des fois, comme on les comprend un peu en France, on a l'impression qu'on a une liste de choses à faire. Et ça, pour moi, il n'y a pas de sens parce que c'est ce qui a pour moi le plus de sens, c'est vraiment cette écoute. Dans le Dinacharya, par exemple, dans l'Ashtanga Hridayam, on voit toutes ces choses-là, donc se lever le matin, s'observer, se réveiller dans le Brahma Muhurta, etc., qui sont connues, mais on va aussi avoir tout un tas de règles de ce qu'on appelle le Satvrita. C'est une posture quelque part, être bien, par exemple, soigner ses amis, ça me parle beaucoup. Appeler ses amis, rester en contact. Les ennemis, on veut pas enfin, on va juste se maintenir à l'écart. Donc, il y a tout un tas de choses qui font partie de la Dinacharya qui sont moins connues de la Ayurveda en France, mais qui me parlent beaucoup. Mais après, je n'ai pas un rituel que je dise que je fais à tout prix parce que je suis vraiment dans cette version de l'écoute. Par exemple, quand j'ai eu mon premier enfant, ma vie, elle a bousculé, mais un truc de fou. Et le temps que j'avais accordé à mon dinacharya, il y a mes routines du soir, et ça a complètement changé le temps que j'avais accordé à ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont sauté. Le gratte-langue a sauté, même si c'est rapide, en fait. Quand on est débordé, ça va nous créer plus d'anxiété de devoir faire plein de choses. Et donc, peut-être s'il y en a une chose qui me parle énormément, parce que c'est dans cette écoute, dans l'Ashtanga Hridayam, Bhagavad, l'Ashtanga Hridayam, c'est on a 3 textes majeurs en Ayurveda, le Charaka, Charaka Samhita, le Sushruta Samhita et l'Ashtanga Hridayam. Et dans l'Ashtanga Hridayam, il dit que la première chose à faire quand on se réveille, c'est s'observer. Et peut-être que s'il y a et ça fait partie de la dinacharya. Donc, si peut-être il y en a un qui me fait plus de sens et que je garde le jour, c'est au réveil, ben, comment je suis aujourd'hui. Et est-ce que j'ai des douleurs particulières dans une partie de mon corps? Est-ce que mon mental, comment il est aujourd'hui? Est-ce que j'ai une inquiétude particulière? Est-ce que, avant de partir sur toute la tas de choses que je dois faire dans la journée, essayer de prendre ce temps d'observation, c'est quelque chose que je garde dans les routines. Oui, c'est bien de le rappeler. Moi, j'appelle ça la météo du jour. Elle est importante d'être prise tous les matins au réveil. Je pense que si on devait garder une seule chose entre ça et le Sankalpa, l'intention pour la journée, je pense qu'on est déjà pas mal avec ça. C'est déjà pas mal.
Et pour toi, 7e question, à l'inverse, quel est, alors là, tu en as peut-être plus ou moins en période de grossesse, mais quel est ton plus gros déséquilibre ou ce que tu as le plus de mal à garder équilibré par rapport à ta constitution? Alors, voilà, là, encore une fois, j'ai du mal à dire un truc qui est déséquilibré tout au long de ma vie. Mais en fait, j'ai cette notion de que Ayuhu, la vie, c'est quelque chose qui bouge en fait. C'est bougeant, c'est l'équilibre, il est dynamique. Donc, on est toujours un peu comme ça. Donc, je peux dire qu'actuellement, c'est mon manas, mon mental qui n'est pas très équilibré parce que je vis beaucoup de choses. Voilà, j'ai eu des décès des proches, je suis enceinte, j'ai eu des choses qui se passent dans ma vie personnelle qui me bousculent beaucoup. Et du coup, mon manas, il est très perturbé. Et je l'observe en fait, parce que l'Ayurveda, il nous amène ça aussi, elle nous donne ça aussi, cette capacité d'observer que mon mental, c'est pas moi en fait. Ouf, heureusement, parce que sinon on devient fou. Et donc j'arrive à observer ça et observer que, par exemple, je fais des écarts en nourriture, je dors moins bien et tout ça, mais j'arrive à établir une cause. Et la cause, c'est que c'est mental qui est déséquilibré. Donc en ce moment, c'est ça. Maintenant, est-ce que c'est ça tout le temps? Ben, chez les êtres humains, le mental, c'est une grande chose. Hein. C'est une chose qui est souvent déséquilibrée. Mais quelque part qu'on peut arriver à contrôler, on peut maîtriser par certaines techniques. Et donc, dans un temps normal, j'arrive à mettre en place ces techniques. En ce moment, j'observe que j'arrive pas trop, par exemple. Tu vois, donc c'est plutôt mon côté rajasique qui est un déséquilibré, donc les doshas du mental. Vata forcément qui va avec, qui est aussi déséquilibré. Mais je pense que c'est surtout au niveau du mental. Je pense que c'est surtout moi de Rajas. Ok, la saison aide peut-être pas non plus, se rajoute par-dessus les facteurs. Même la machine à laver nous a lâché l'autre jour. Je dis, mais c'est pas possible. Il y en a ça. Et même la machine à laver, c'est pas possible. Il y a des périodes, j'avoue, qui facilitent pas toujours. C'est fou, c'est comme ça. La 8e question, quelle est ta recette favorite? Alors que ce soit alimentaire, que ce soit une recette d'huile, une recette beauté, est-ce que tu as un petit truc chouchou que tu aimes bien faire régulièrement ou plus ou moins souvent? À titre personnel, je me demande moi. Toi. Moi, le truc qui marche très bien avec moi, c'est l'huile de sésame. L'huile de sésame, on le met partout, dans tout, et ça marche très bien la plupart du temps. Donc, c'est pas une recette. J'ai un sens très pratique des choses dans ma personnalité. Donc, j'ai besoin que les choses elles soient faciles. Il y a un moment de ma vie où je m'étais mise à faire des cosmétiques maison. Ça n'a pas duré parce que c'était trop de recettes, trop compliqué. Et en fait, moi, ce que je mets sur la peau, c'est l'huile. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus naturel. C'est pareil pour le dentifrice, je fais des choses en poudre, mais des trucs très simples. Et voilà, il faut que ça soit simple. Et l'huile de sésame, il a vraiment cette particularité. Bon, moi, on le voit, je suis comme ça. Peut-être que maintenant, je suis un peu plus costaud parce que je suis enceinte, mais normalement, je suis vraiment très, très mince et je rentre en datuk chaye très facilement. Datuk chaye, c'est la perte de tissu. Donc, la sésame et les choses qui font du bien au vata, c'est des choses qui me fonctionnent très bien pour moi. Et la sésame en particulier, je vois les bienfaits de tout de suite, quoi. Super. Quelles sont tes envies ou projets pro à venir, si tu en as, parce que là, tu as peut-être mis un petit peu en suspens quelques projets pour te consacrer à ta grossesse, je présume. Oui, alors ben là, j'ai créé l'école l'année dernière. J'ai commencé à faire des formations cette année. Donc, on est parti sur plusieurs petits modules, un de nutrition, un d'hygiène de vie, justement, on parlait, et un de gestion du mental, de Manas Vignan. Et mon objectif, là, c'est que je pense que je vais prendre du temps avec la bébé et le grand, qui reste petit quand même s'il n'aime pas qu'on le dise. Je pense qu'en septembre 2023, je vais lancer, enfin,
a priori, c'est ça le projet. Hein. Je lance la première année de formation complète, donc qui a les contenus de ces 3 petites formations. Donc, ça sera une première année avec un nombre d'heures qui est conséquent. Donc, ça, c'est pour le court terme, on va dire. Donc, il y aura des petites formations, il y aura la première année. Et l'objectif, c'est de créer une formation sur 3 ans. L'objectif de l'école, c'est donc l'enseignement à travers les textes, qui est un peu différent de ce qu'ils font les autres écoles. Mais c'est juste que c'est une branche en particulier, c'est une façon d'enseigner différente. C'est pas mieux ou moins bien, quoi. C'est juste, c'est différent. Donc, il y a cette lignée-là. L'idée, en fait, il y a 3 piliers dans l'école. Donc, c'est toujours cette notion que c'est fondamenté par les textes. Donc, c'est de l'information qui vient des textes. C'est de l'information qui est adaptée. Donc, justement, tu demandais est-ce que je conseille des recettes indiennes et tout ça. Donc, c'est pas du tout mon truc. Donc, je suis toujours dans l'adaptation. Donc, en termes de phyto, de draviegune, donc on va apprendre forcément les dravies qui sont dans les textes parce que ça en fait partie, parce que ce sont des plantes qui sont trop puissantes là-bas. Mais on va forcément apprendre celles qui sont ici aussi. Donc, il y a cette adaptation. Et voilà, il y a aussi un côté qui est pratique. Ça, c'est le 3e pilier de mon école. C'est que, par exemple, là, pour les leçons, pour les formations, à chaque leçon, je donne des exercices pratiques aux élèves, autant pour exercer la partie théorique qu'on a eue à titre personnel, et aussi pour l'étude de cas. C'est-à-dire que les études de cas qu'ils présentent à la fin de la formation, ils le mènent tout au long de la formation. Ce qui fait que tout au long de la formation, on est dans la pratique. Parce que, voilà, aussi, ça vient de mon expérience aussi, parce que j'ai eu des formations qui ont été extrêmement intéressantes, mais qu'à la fin, on ne comprend pas à quoi ça sert. Et j'ai un sens très pratique de la vie, en fait. C'est... je sais pas, on me parle, par exemple, des fois, on me demande qu'est-ce que tu penses des extraterrestres et moi, j'ai envie de dire, je sais pas, peut-être qu'ils existent, peut-être qu'ils n'existent pas, mais j'ai pas de praticité dans ma vie à passer du temps à réfléchir à ça, en fait. Donc, j'ai un sens qui est très pratique et qui, du coup, est forcément marqué dans mes formations. Donc, c'est ces 3 choses. Donc, on vient des textes, on part des textes, on adapte à la modernité avec des études scientifiques. Il y a le côté que j'ai naturopathe aussi, qui est marqué, forcément, et ce côté pratique. Et l'objectif à long terme, c'est donc de créer un cursus de 3 ans où, au milieu, pour ceux qui veulent, il y a des stages en Inde et à la fin des 3 ans, un stage à l'université en Inde. Voilà. Ok, super. Ça donne déjà un beau programme. La 10e question, qui souhaiterais-tu voir interviewer à son tour? Ah, j'avais vu ta question. Alors, moi, il y a quelqu'un que j'admire énormément, c'est Narendra Das. Je ne sais pas si tu le connais. Lionel Poirot. Donc, c'est un médecin ayurvédique. Il est français, mais il a fait ses études universitaires en Inde, à l'université de Gujarat. Alors, Lionel, on me l'a recommandé. Alex, je ne sais plus, je l'ai contacté, mais je ne saurais plus dire s'il était dispo, pas dispo. Je vais relancer. Et il est très, très pris, Lionel. C'est peut-être pour ça. Il est extrêmement pris. Pareil, il a lancé son école, son mentorat. Il fait un mentorat déjà pour les personnes qui sont avancées. Et je sais qu'il est débordé. Mais il ne fait pas beaucoup d'interviews. C'est quelqu'un qui reste beaucoup dans son cocon. Voilà. Et il ne se donne pas cette chose des réseaux, des choses comme ça, alors que c'est quelqu'un que, waouh, il est... Par exemple, mon professeur Matteo Macedo, que déjà je trouve qu'il est waouh, lui, il dit waouh, Lionel. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement simple. Je ne sais pas comment expliquer. C'est un petit saint, en fait. Un petit moine. On dirait qu'il plane, mais il ne plane pas. Il est vraiment ancré dans la matière, mais voilà, c'est dans l'image que les samhitas, les textes, ils donnent du vaidya.
du médecin ayurvédique, on nous donne toujours cette image de la personne qui est pure, qui n'a plus de rage, qui n'a plus de colère, voilà, ce grand, ce apurva vaidya, donc la notion qui nous donne les textes, c'est que le vaidya, il doit être vraiment cette personne pure. Et le vaidya que je connais qui est plus proche de cette définition, c'est Lionel. Donc, si tu peux l'interviewer, ça serait vraiment chouette. Ça donne envie en tout cas. Oui. La question du ou de la précédente, et là en l'occurrence c'était Catherine Vessière et qui te suit, et du coup comme elle savait que c'était la suivante et que tu as été naturopathe, ta question est spécifique à toi. Comment concilies-tu naturopathie et Ayurveda? Alors voilà, c'est un travail, mais les choses elles s'embriquent un peu les unes et les autres. Chacun va avoir sa façon de faire. Mais la naturopathie, c'est une médecine traditionnelle qui est beaucoup plus récente. Hein. Elle a été créée elle a été brevetée dans les années 1900. Donc elle est relativement récente, mais elle part des principes holistiques, c'est-à-dire on va voir la personne comme un tout, elle va écouter la physiologie du corps. Mais la vision n'est pas tout à fait la même. Donc, en Ayurveda, on va comprendre toute une anatomie, physiologie, un fonctionnement, une physiologie du corps qui est très particulière. Et la naturopathie, elle va suivre la même vision du corps humain qu'on va retrouver en allopathie. C'est juste qu'elle va mettre en lien certains organes qu'en allopathie, on ne mettrait pas en lien, par exemple. Mais la vision, elle est très différente. Donc, ma vision aujourd'hui, elle est plus en Ayurveda, même si je peux faire le parallèle. Mais par exemple, je pense au foie, je vais le penser dans une perspective un peu plus ayurvédique et pas un naturo. Par contre, là où je vais utiliser, en fait, tous les outils qu'on va avoir disponibles sur Terre, en fait, on peut les comprendre par les termes en Ayurveda. Donc aujourd'hui, je pense avec les termes en Ayurveda, je pense avec la façon de faire en Ayurveda. Qu'est-ce que telle action, par exemple, en naturopathie, on va utiliser l'argile verte. L'argile verte, c'est un truc qui n'est pas dicté dans les textes. Mais c'est une chose que j'ai appris par la naturopathie. Mais du coup, j'arrive à comprendre ce que cette argile verte, elle va faire dans le corps. Et je vais comprendre à travers le fonctionnement en Ayurveda. Donc, en fait, au final, c'est juste une perception de la vie qui change. Ce que je vais utiliser de la naturopathie, ça va être vraiment les produits, on va dire. Donc, la phytothérapie, tout ça, j'ai appris par la naturopathie. La phytothérapie occidentale, la micronutrition, les techniques comme l'utilisation d'argile verte, etc. Après, donc ça, je l'adapte à ma connaissance. Ça va en plus de ma connaissance en Ayurveda. Après, il y a des choses que, par exemple, j'ai appris en naturopathie. On va apprendre des techniques de monodiète, de jeûne, etc. Mais dans mon école de naturo, en tout cas, je n'avais pas eu une parfaite notion de pour qui on va utiliser un jeûne et pour qui on ne va pas le faire. On parle d'énergie vitale, mais comment est-ce qu'on va savoir par la naturopathie quelle est l'énergie vitale de telle personne? Comment on va savoir si on va faire un jeûne ou pas? Tout ça. Et ça, en fait, du coup, j'ai mis de côté. Parce que l'Ayurveda, elle va nous parler de jeûne, elle va nous parler de monodiète, sans parler avec ces termes-là, mais on a cette capacité à adapter plus. J'ai l'impression que c'est ma compréhension tout simplement de la vie. Mais par exemple, les choses qui sont très à la mode en naturo, le jeûne et randonnée. Le jeûne et randonnée, peut-être que ça peut avoir être bon pour une personne de temps en temps, mais si on a une bonne compréhension de l'Ayurveda, on voit tout de suite que d'une façon générale, ça ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être bon parce que ça va trop aggraver le matin.
Oui, d'une façon grossière, par exemple, pour un kappa, ça pourrait paraître idéal, mais pour un vata, à éviter, quoi. Même pour un kappa, parce que Voilà. voilà, même pour un kappa, parce que qui est la personne qui a l'élan mental d'aller faire un jeûne et randonnée? En général, c'est les vatas. Donc, Oui, mais Datukshaya aggrave vata, donc perte de tissu aggrave vata. En plus, déjà, on est là et on est en train de randonner des personnes la plupart des personnes qu'on voit là-dedans, c'est des personnes qui ne sont pas habituées à faire de la randonnée. Donc, on va augmenter le niveau de vyayama, d'exercice physique. Vyayama, un excès au-delà de nos capacités, ça fait quoi? Ça aggrave vata. Donc, on est en train d'aggraver le vata. C'est ce que ça fait, le jeûne et randonnée, par des personnes. Donc, même si c'est une personne qui est de type kapha, qui est de type pitta, si on va aller aggraver son vata, ben on va toute la chambouler. oui, c'est pas mieux au final, ouais. C'est ça. Et la personne qui est habituée à randonner, ou qui est habituée déjà à faire des jeûnes, elle ne va pas payer pour le faire. Elle le fait déjà chez elle. Donc, je ne sais pas parce que je n'ai jamais travaillé, donc je ne peux pas parler d'un truc où je suis de vision extérieure. Mais ma vision extérieure, c'est celle-là, c'est que ce sont des activités, ce sont des retraites qui peuvent sembler prometteurs et qui peuvent donner des fruits peuvent porter des bonnes choses et peut-être sans conséquence pour certaines personnes, mais ma perception d'extérieur, c'est que pour la plupart des personnes, c'est pas bon. Peut-être que je me trompe parce que je n'ai pas l'expérience de l'avoir fait. Je n'ai jamais été dans une retraite où j'ai reçu des personnes, que j'ai accompagné des personnes dans ce cadre-là. Donc, je ne peux pas vraiment dire. Mais voilà, de ma compréhension de la vie. Et si je mets la naturopathie au service de ma compréhension un peu plus ayurvédique, donc pour moi, ça ne tient pas la route. Désolée pour les amateurs de bonheur. Et donc, la dernière question, toi, quelle question souhaiterais-tu poser à la prochaine personne? Sachant que là, désolée, je ne peux pas t'aider, mais je n'ai pas encore le nom de la prochaine personne. Je ne sais pas, mais quelle est la question? Une question. Ça peut être vaste. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des questions sur comment on voit la dimension spirituelle de l'Ayurveda. D'autres ont demandé comment l'Ayurveda avait été avancé dans la vie. D'autres ont demandé comment étaient abordés les problèmes masculins, si c'était quelqu'un qui était féminin et inversement qui faisait les rendez-vous. On a eu une question sur si tu avais une baguette magique, comment ferais-tu pour que l'Ayurveda soit plus reconnu sans être dénaturé? Il y a eu une question sur des conseils aux jeunes praticiens. Il y a plein de choses différentes. Qu'est-ce qui t'épanouit le plus dans ta pratique? Accompagnes-tu à long terme ou à court terme? Comment se fait un équilibrage enfant-mère pendant la grossesse en termes mental, etc. Les questions ont été très diversifiées. Bah, écoute, du coup, je ne sais pas qui est la prochaine personne, donc je vais partir sur un truc personnel. Hein. Donc, moi, comme j'ai le mental en kata, qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui viennent en cabinet pour les aider à gérer leur mental en sachant que le mental est extrêmement rajasique? Alors, pour aider à gérer le mental, donc sachant que le mental est très rajasique. Donc, on a les réponses, mais c'est toujours bien de les écouter de l'autre personne. Et peut-être Oui, des fois, non, c'est toujours sympa. et ça me fait plus sens. Voilà, quoi. Eh ben, super, merci pour ta présence. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. Puis, ça va passer où? C'est sur Instagram, c'est ça? Alors, ça sera sur YouTube et sur Facebook. Donc, petit rappel pour tout le monde. On se retrouve donc les premiers et troisièmes mardis du mois à 20h, YouTube et Facebook dans la foulée en général. Génial. Ok, super. Merci beaucoup. Merci
Merci à tous ceux qui nous suivent. Et donc, on se retrouve toujours à 10 questions à mon praticien Ayurveda, soit sur la chaîne YouTube, donc soit sur Facebook, Noé Lizen, accompagnatrice bonheur et bien-être. Merci à tous et merci à toi. Au revoir. Et à bientôt.